Le développement du métabolisme basal d'un individu ne dépend que des efforts fournis par ce dernier. Madame, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce mercredi 19 mars de l'an de grâce 2014 pour une nouvelle édition de Kiosque africain. Décrypter, analyser l'information traitée par nos confrères de la presse écrite, c'est notre devoir. Pour m'accompagner, Raoul Pépin Benabena. Bonsoir Raoul. Bonsoir Steve Jocelyn-Gos, bonsoir également à nos téléspectateurs. En tout cas, nous y sommes dans le cadre de Kiosque africain pour y revenir dans le même exercice dont nous sommes déjà attelés depuis fort longtemps. Mesdames, Messieurs, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs à un langage ordurier, cartisard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. La connaissance et le pouvoir, vous le savez déjà. Tout de suite et maintenant, nous allons commencer par la première une de cette journée. Nouvel horizon. En visite à Mopti, le président malien va inaugurer 2 centrales électriques. D'après les sources recueillies par Nouvel Horizon, c'est selon le journal, une visite de prise de contact dans le sud du pays. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est dans le sud du pays depuis pratiquement 48 heures. Et il y est pour une visite de prise de contact. Ça fait 6 mois exactement qu'il est élu à la tête du Mali, qu'il a officiellement pris les fonctions, mais il n'avait jamais eu l'occasion de faire le tour de son pays. Donc il a engrangé une prise de contact à travers tout le pays pour lui permettre d'entrer en action maintenant des réalités de son peuple. Voyez-vous, depuis qu'il est élu, il est astreint à des préoccupations telles que le désarmement des rebelles au nord Mali, la diplomatie externe, parce qu'on l'a quand même vu dans quelques voyages, et puis des problèmes liés à cette armée qui est pratiquement déstabilisée avec ces arrestations des généraux, y compris d'état-major des armées et son chef d'état-major particulier. Donc le président Ibrahim Boubacar Keïta n'avait pas encore eu le temps de visiter le Mali profond. Alors il en a donc entrepris une tournée qui va pratiquement aller à plus d'un mois. Alors aujourd'hui, on parle d'un problème de réseau électrique sur tout le territoire malien. C'est justement pourquoi il est ces derniers jours au sud. On parle de 2 centrales électriques qui seront Oui, inaugurées. il va inaugurer 2 centrales électriques, entre autres, parce qu'il y a une activité forte diplomatique qui va également se déployer, même si ça ne révèle pas de l'extérieur. Mais le président a beaucoup et fort même à faire au sud Mali, parce que c'est quand même une région assez concentrée et qui demande beaucoup de travail. Le président a d'ailleurs choisi mieux d'y aller dans ce sens parce qu'il savait exactement que, en commençant par là, il allait beaucoup se déployer en énergie et tout au moins en intelligence. En tout cas, nous savons que le cheval de bataille du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, c'est déjà la réunification, pour ne pas dire l'unification carrément du Mali. Et sans oublier bien sûr les réseaux électriques qui sont aujourd'hui un peu désuets. Ça, il faut également le Cela préciser. semble être un problème en Afrique de l'Ouest en général. Hormis le Mali, il y a le Niger qui souffre également avec De ce problème électrique. d'électricité. Il y a également la Guinée-Conakry qui souffre également avec ce problème d'électricité. Donc, c'est généralisé dans la zone du Sahel. Vous savez que c'est des pays qui traversent pratiquement le Sahel et c'est extrêmement difficile. Les conditions météorologiques et les conditions même. Le terrain n'est pas tout à fait favorable parce que ces pays n'ont presque pas des eaux tout autour. Donc, ça pose un problème de courant électrique. Comme nous le disait Nouvel Horizon ce jour, en visite à Mopti, le président malien va inaugurer 2 centrales électriques. D'après les sources recueillies par nos confrères du journal Nouvel Horizon, c'est selon le confrère une visite de prise de contact dans le sud du pays. C'était à lire dans les colonnes du quotidien malien Nouvel Horizon dans sa parution de ce mercredi. Equila Africa nous parlait de l'Égypte, 10 ans de prison pour un policier après la mort de 37 détenus islamistes. L'annonce faite par le quotidien Equila Africa précise que les prisonniers ont été asphyxiés par du gaz lacrymogène dans un fourgon pénitentiaire. Alors, on va tout simplement dire que tout part le 18 août 2013 lors de la régression contre les partisans du Mohamed Morsi. Vous savez que le Mohamed Morsi venait pratiquement d'être déchu parce que la révolte contre le Mohamed Morsi démarre au mois de juillet. Alors, au mois d'août, il y avait donc cette intensification de la révolution des frères musulmans qui ne comprenaient pas qu'un président démocratiquement élu vient d'être déchu de la sorte par les militaires. Alors, ça a donc entraîné un mouvement d'humeur et les islamistes ont donc été arrêtés, parmi lesquels il y avait ces 37 qui finalement ont trouvé la mort dans un fourgon qui fut asphyxié au sud de l'Égypte. Vous voyez, pendant que le fourgon qui portait, parce qu'il faut dire que c'était un convoi de 600 prisonniers, et ce convoi de 600 prisonniers comportait 45 prisonniers par fourgon. Alors, dans un de ces fourgons, dont il y a un officier de police, fut-il commissaire de police adjoint d'un poste de police, et 3 autres de ces éléments ont pris comme ça sur eux d'asperger de gaz lacrymogène à un fourgon qui, malheureusement, 4 jours plus tard, 37 ont
sont prisonniers morts. sont Voilà. morts. 37 ont rendu l'âme, les islamistes, et la police a trouvé mieux. En fait, le gouvernement égyptien a trouvé mieux qu'il fallait quand même punir cet acte. Et le procès qui a été ouvert depuis décembre 2013 est finalement arrivé à son terme il y a cela quelques jours. Le policier écope donc des 10 ans d'emprisonnement ferme et ses complices prennent 1 an. En tout cas, on a compris la responsabilité de ce policier du côté de l'Égypte. 10 ans de prison pour un policier après la mort de 37 détenus islamistes. L'annonce faite par le quotidien Equil Africa précise que les prisonniers ont été asphyxiés par du gaz lacrymogène dans un fourgon pénitentiaire. Et comme le disait Raoul Pépin Benavena, c'était un fourgon et plusieurs d'ailleurs compartiments de ce fourgon. Il y avait bien sûr plusieurs prisonniers. À Niamey, nous sommes là du côté du Niger en pleine négociation avec Arriva. Le Niger signe un protocole d'accord pour approvisionner la Turquie en uranium. L'information contenue dans les colonnes du quotidien à Niamey précise que 5 autres accords ont été signés entre le Niger et surtout la Turquie. Le président Issoufou Mamadou vient de séjourner en Turquie et il se pourrait que là-bas, il a eu à signer 6 accords, parmi lesquels un accord permettant à la Turquie d'être ravitaillée en uranium par le Niger. Et c'est une décision qui vient mettre dans la pression sur le groupe français, leur demandant d'aller rapidement en avant sur les négociations. Sinon, il y a d'autres postulants, parce que la Turquie même, qui est à la recherche des matières premières, voit déjà le Niger comme une source d'approvisionnement. Il y a également la Chine qui frappe à la porte de ce pays. Donc si la France, à travers son Arriva, tente encore de jouer au dissuasif ou alors de perturber la scène nigérienne, parce que le Niger a besoin d'argent. Rappelez-vous, c'est quand même l'uranium qui fait pratiquement tout le budget du Niger. C'est quand même l'économie du pays. Toute l'économie du pays. Alors lorsque vous pouvez donc bloquer des négociations de ce genre, c'est tuer pratiquement un pays. Or, le gouvernement nigérien a compris ce jeu français parce que la France veut un déclic. Les Français veulent que le pays arrive à un moment tel que maintenant, il n'y a plus d'argent pour payer des fonctionnaires. Alors, ces Français dictent leurs lois. Or, le Niger a compris ça très tôt. Le Niger a pensé qu'il fallait s'ouvrir aux autres. Et la Turquie n'est qu'un premier pas parce que d'autres pays vont en suivre. En tout cas, comme le disaient nos confrères de Niamey, 5 autres accords ont été signés entre le Niger et surtout la Turquie. Autre chose également, rappelons également que depuis un certain temps, depuis que les négociations ont commencé entre Arriva et bien sûr l'État du Niger depuis décembre dernier, on parle tout simplement que sur le marché international, le prix de l'uranium a énormément baissé. Oui, il a baissé même avant que la négociation ne prenne son départ. Parce que, rappelez-vous, ces négociations devraient s'achever normalement le 31 décembre 2013. Donc, le mois de janvier qui a commencé en 2014 devrait déjà trouver Arriva en pleine action. Mais malheureusement, Arriva ne voulant pas céder à la pression nigérienne. Pas même à la pression, à la loi nigériane de 2006 qui demande à ce que Arriva revienne maintenant à payer les droits fiscaux dont on lui demande de payer. C'est le seul problème là-bas. Arriva refuse de verser les droits fiscaux en estimant que non seulement l'uranium a baissé, mais aussi c'est très fort. Or, Arriva même précise très bien que son chiffre d'affaires a augmenté. Donc vous voyez qu'il y a un jeu politique. Il y a un gros paradoxe en tout cas entre les deux parties. En tout cas au Niger, moins de 10% des habitants sont accordés ou bien raccordés au réseau électrique. Selon l'organisation non gouvernementale française Oxfam France, le Niger n'aurait retiré que 13% des 3,5 milliards d'euros d'uranium exportés entre 1971 et 2010, un chiffre contesté par Arriva qui parle de 80% de retour pour le Niger. La redevance minière, en plus des impôts et taxes, passerait de 5,5% à 12% maximum de la valeur des ressources extraites. C'est justement là où le bas blesse aujourd'hui et où les négociations, il faut le dire, sont caduques. Piétine pratiquement. En tout cas, Niamey nous disait qu'en pleine négociation avec Arriva, le Niger a signé un protocole d'accord pour approvisionner la Turquie en uranium. L'information contenue dans les colonnes du quotidien à Niamey précise que 5 autres accords ont été signés entre le Niger et la Turquie. C'était à lire en tout cas dans les colonnes du quotidien nigérien à Niamey. Kaloum Presse, les agents des forces de sécurité condamnés pour vol de carburant, nous disait Kaloum Presse ce mercredi, qui précisait qu'il s'agit des policiers en majorité. L'accusation portée sur le vol et surtout complicité de vol a suscité des peines diverses. Alors l'histoire commence le 16 août 2012. Les éléments de la garde présidentielle interpellent un groupe de policiers sortant de la direction nationale des mines avec un important stock de carburant dans les véhicules. Alors on parle pratiquement de 9 bidons et de 10 fûts contenant du carburant et ces 10 fûts de 200 litres. Voilà, ces policiers venaient donc de commettre le plus grand forfait de leur vie.
Et rappelez-vous, ces éléments de la garde présidentielle ont eu un pressentiment qu'il s'agissait là d'un mauvais coup. Alors, le procès ouvert le 23 décembre de l'année 2013 est arrivé pratiquement à son terme avec ces condamnations diverses, où il y en a qui ont pris 5 ans, il y en a qui ont pris 3 ans, d'autres en ont pris 10. Et il y a même eu des condamnations à rembourser des sommes allant à plus de 5 millions de francs CFA. Donc, la police, véritablement, est devenue aussi un corps qu'on peut soupçonner aussi de vol. Selon les informations, toi, qui nous viennent de nos confrères de Kaloum Presse, ces policiers, ce n'était pas la première fois, en tout cas, qu'ils se retrouvaient dans ce genre de situation. Vous savez que le voleur, lorsqu'il est pris, c'est qu'il a déjà commis un acte plusieurs fois. Donc, la police, très souvent couverte par leur tenue, parce qu'on estime que c'est quand même des fonctionnaires qui demandent une certaine respectabilité, mais sont parfois surpris dans des crimes, parce que ça c'est un crime. Qu'un homme en tenue se mette à voler, c'est un crime, c'est encore très grave. En tout cas, c'est l'argent du contribuable qui est toujours dépensé comme ça par les policiers qui volent en tout cas le carburant qui devrait normalement servir aux voitures et surtout... J'attire votre attention, oui. Vous allez voir que tout ce qu'ils font dans le carburant sont extrêmement riches, même si c'est un simple major ou alors un simple caporal. Lorsqu'ils sont déjà autour du carburant, ils deviennent riches. Demandez-vous comment cela se passe. Parce que ce sont eux qui alimentent ces stations d'essence. Ce sont eux qui alimentent des véhicules dans des quartiers. Ce sont eux qui alimentent ceux qui ont des gros groupes électrogènes avec nos carburants volés à partir des sources militaires et des sources policières. Alors que normalement, ce carburant aura juste servi aux militaires. Tout à fait. C'est une activité qui est récurrente, pas seulement en Guinée-Conakry, mais un peu partout en Afrique. Parce que voyez-vous, si vous menez votre petite enquête, comme nous avons eu à mener une enquête sur le carburant, vous allez voir que les gens s'enrichissent énormément derrière le carburant et à moins de temps. C'est-à-dire qu'en un mois, vous êtes milliardaire sur un carburant dont vous ne savez ni les origines, ni le départ, ni même l'arrivée. En tout cas, nous le savons déjà, Raoul Pépin Béna, quand on parle de l'or noir, tout le monde y est intéressé. Quand on parle de l'or noir, tout le monde devient très rapidement riche. C'est justement pourquoi on parle toujours de l'argent des pétroliers. Parce que lorsqu'on parle d'un pétrolier, c'est qu'il est extrêmement riche. Kaloum Presse nous le disait donc, les agents des forces de l'ordre et surtout de sécurité condamnés pour vol de carburant, nous disait Kaloum Presse, qui précisait qu'il s'agit des policiers en majorité. L'accusation portée sur vol et complicité de vol a suscité des peines diverses, bien sûr, comme le disait Raoul Pépin Béna, 10, 5 et 3 ans, et surtout d'autres personnes qui ont été condamnées à rembourser en tout cas le carburant qu'ils avaient vendu il y a quelque temps. Sud Quotidien, nous sommes là au Sénégal, parlait du lancement du projet Pôle Casamance. Macky Sall propose la paix des braves. Selon Sud Quotidien, l'appel du président au mouvement des forces démocratiques de la Casamance suscite de l'espoir. Le journal dit de ce pas que Macky Sall ose certainement là où beaucoup ont échoué, selon nos confrères. En réalité, le président a invité le mouvement des forces démocratiques de la Casamance à une paix brave, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Le président Macky Sall est depuis 48 heures au sud du Sénégal pour tendre la main à cette partie qui a toujours été très réticente face au pouvoir central de Dakar. Alors, le président Macky Sall a estimé qu'une émergence ne saurait se faire sans toutefois que... toutes les forces en présence, toutes les populations sénégalaises puissent être ensemble. Tout à fait, surtout la Casamance, que la Casamance entre dans la danse. Parce que, voyez-vous, une émergence en 2035 demande également de capitaliser tous les atouts dont dispose le sud du Sénégal, notamment la Casamance. On sait qu'il y a une énorme richesse de ce côté-là. C'est pratiquement la moitié de la richesse du pays qui se retrouve en Casamance aujourd'hui. Donc le président Macky Sall sait très bien là où il est allé et il sait exactement ce qu'il attend comme enjeu et il sait trop bien comment cela peut finir parce que les Casamancais sont jusqu'à aujourd'hui hostiles au pouvoir central de Dakar. Mais comme Macky Sall arrive avec un autre langage, un autre ton, une autre vision, on a comme l'impression que les choses peuvent aller, surtout que le journal nous rappelle quand même que cette réunion avec les chefs religieux, les chefs des partis politiques, la société civile qui a eu lieu hier a quand même attiré des foules. Et ils sont allés écouter ce que disait le président. Et je crois qu'il y a des négociations qui vont dans ce sens et qui devraient finir par le fait que la Casamance est un pôle de développement, c'est-à-dire deux projets qui doivent être mis en œuvre pour faire avancer le pays, tout au moins comme les autres régions. Vous l'avez si bien dit tout à l'heure, la Casamance est un endroit plutôt très riche, une région très riche, et justement pourquoi les Casamancés, depuis des décennies aujourd'hui, demandent à ce que si ces richesses sont exploitées, il faudrait qu'au moins 100% des Casamancés y soient également concernés. On espère tout simplement que les négociations entre le Sénégal central et surtout cette région vont s'améliorer et que forcément les choses vont rentrer dans l'ordre. En réalité, le Sénégal a tout intérêt à ce que les choses aillent mieux. Et c'est tout à fait normal que lorsque les richesses se retrouvent sur
sur votre territoire, que vous en bénéficiez énormément. Énormément. Donc les Casamancais n'ont pas tort lorsqu'ils vont dans ce sens, sauf qu'il faut éviter une scission. Justement, il faut éviter une scission comme on le voit un peu partout actuellement dans le monde. On parle également de cet exemple de l'Ukraine qui aujourd'hui, on le sait, la Crimée a déjà été divisée. Et actuellement, on parle même déjà de l'Est de l'Ukraine. Et donc on accuse même la Russie. On accuse la d'être à Russie. l'origine d'une division alors que les Ukrainiens eux-mêmes, les Crimiens eux-mêmes ont décidé de se rallier à la De Russie. se rallier à la Russie. En tout cas, comme vous l'avez vu à la grande une de Sud Quotidien, Macky Sall ose. C'était d'ailleurs une très belle une de nos confrères sénégalais. Passons Iwaku, les voix du Burundi, à Ruyigi, dans la commune de Boutezi. Iwaku nous apprenait ce mercredi que les réfugiés sont actifs dans le trafic des mineurs. Selon le journal, les réfugiés Banyamulenge qui actionnent l'activité sont aidés par les Burundais de mauvaise foi. Apparemment, lorsqu'on parle toujours de Banyamulenge, on s'en souvient. Ce n'est pas du tout de bons souvenirs. En réalité, ce n'est pas du tout de bons souvenirs. C'est des gens qui ne supportent pas la famine, c'est des gens qui ne supportent pas le travail difficile, c'est des gens qui ne supportent pas travailler à la sueur de son front parce qu'ils prennent toujours leurs enfants, leurs propres enfants comme étant des marchandises. Rappelez-vous, ce problème que évoque aujourd'hui Iwaku est pratiquement récurrent dans toute l'Afrique de l'Ouest en particulier et une partie de l'Afrique de l'Est dont fait partie le Burundi. Alors vous allez donc constater que c'est une famille, pour prendre la petite histoire, une famille qui prend un enfant, décide de vendre un enfant et cet enfant va aller garder les troupeaux d'un aladji. Alors on lui dit que tu auras un troupeau, tu auras un bœuf par an. La première année, l'enfant a envoyé son bœuf à son père. À son père. Oui. Et le père était très content que l'enfant était en train de travailler. La deuxième année, rien ne venait. La troisième année, l'enfant est plutôt rentré avec des blessures partout. Des blessures partout, tout le corps. Et parce qu'il a été forcément... Il ne marchait même plus. Et que raconte l'enfant? L'enfant estime qu'on lui a demandé de se marier. On forçait un mariage. Lui ne comprenait pas ce que c'est ce mariage-là. On l'a amené dans une église où il a été retenu pendant 2 semaines. On le fouettait tous les jours dans cette église. Donc il était fouetté tous les jours dans cette église. Le jour où le monsieur était fatigué de le fouetter, il a pris, il a dit que bon, alors je t'accompagne chez tes parents. Il est allé le laisser à l'entrée de sa ville. Il l'a laissé là et il a disparu. Le fils, le gars, a été sauvé parce qu'il avait une urgence médicale qui était à côté. Et on a réussi à faire ce qu'on a pu faire. Et on lui a demandé, tu vas où? Il a juste indiqué. On l'a amené auprès de ses parents. Quand son père l'a vu, il croyait encore que c'est le bœuf qui arrivait. Mais c'est son fils qui arrivait. Déjà avec des blessures partout, il s'est mis à pleurer. Mais c'est une histoire qui ramène donc maintenant les prises de conscience dans ce qu'on appelle les ventes des enfants à travers ces réfugiés qui estiment qu'ils souffrent autant, ils souffrent tellement, au tel point ils doivent mettre des enfants comme des bêtes. Alors là, qui est donc bête? On va donc dire que ces réfugiés sont bêtes comme des betteraves sauvages, tout simplement. Mais on ne peut pas comprendre comment une situation qui est tant décriée par les Nations Unies, mais qui continue à sévir. On sait très bien là où la situation sévit, mais les gens restent calmes comme si rien n'était. En tout cas, on sait également que c'est la pauvreté qui pousse la plupart des parents à vendre leurs enfants, même si nous savons une chose, l'homme ne doit pas vendre un autre être humain puisque l'esclavage s'est terminé depuis des siècles aujourd'hui. Iwaku donc, les voix du Burundi nous disaient qu'à Ruyigi, dans la commune de Boutezi, Iwaku nous apprenait que les réfugiés sont actifs dans le trafic des mineurs. Selon le journal, les réfugiés Banyamulenge qui actionnent l'activité sont aidés par les Burundais de mauvaise foi. Journal de Bangui, nous sommes là en RCA, nous parlait des Nations Unies qui soupçonnent un vaste réseau de trafic d'armes vers la Centrafrique. Selon le journal de Bangui, les experts sont à pied d'œuvre pour démanteler un trafic d'armes qui partirait de la Libye vers la Centrafrique. Dans le même temps, les éléments de la MISCA annoncent la saisie d'importantes armes et munitions qui viennent tout droit de Bangui. Alors vous vous rappelez que nous sommes toujours posé la question de savoir sur ce plateau d'où viennent les armes que possèdent les anti-Balaka. Parce que nous savons que de l'histoire des anti-Balaka qui débute en 1997, c'était parce que les anti-Balaka faisaient de l'autodéfense. Et ils n'avaient que des gourdins, des machettes. Aujourd'hui, les anti-Balaka ont des armes lourdes. Des armes automatiques. Nouvelle version, ça il faut également le dire, nouvelle version des années 2000. Voilà, on se demande d'où viennent ces armes. Alors, quand aujourd'hui la population centrafricaine se met à refouler les forces françaises, il faut se poser beaucoup de questions. Parce que les anti-Balaka n'avaient pas un moyen d'avoir des armes. Va-t-on dire, c'est peut-être le groupe Bozizé. Parce qu'on sait quand même que la tendance Bozizé était armée dès le départ. Mais Bozizé a pris ses armes où? On l'a vu faire un tour en France. Donc en réalité, c'est une question qui suscite quand même beaucoup d'interrogations. Et nous, en tant que journalistes, nous avons peur parfois de donner la mauvaise information quand nous n'avons pas encore mené énormément des investigations. Mais nous ne jetons que sur le pavé quelques questionnements qui peuvent attirer l'attention de tout un chacun.
d'où viennent ces armes que les anti-Balaka ont aujourd'hui. Ces anti-Balaka qui n'ont ni de salaire, qui n'ont ni d'emploi, qui n'ont ni d'argent pour manger. Qui ne sont même pas déjà une armée. Lourdement et des armes qui coûtent extrêmement cher. Ils ne sont même pas d'ailleurs une armée, mais ils ont quand même des armes. Il y a déjà une question. Et des armes extrêmement chères. Très chères. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui s'est drame. Justement, on avait posé cette question ici il y a quelques années aujourd'hui, lorsque M. de Todia est venu, en tout cas, prendre le pouvoir de M. Bozizier. En fait, l'armée régulière du pays était moins armée que la rébellion. Que l'ex-Séléka. Que l'ex-Séléka qui était vraiment plus armé encore. Les armes, elles venaient d'où? On se pose bien la question. Aujourd'hui, la bonne raison, en tout cas des Nations Unies, c'est que les armes viennent tout droit de la Libye. La Libye de M. Kadhafi. Une belle accusation pour dire, en tout cas, que les armes viennent tout droit du côté de la Libye. Mais ces armes peuvent également venir du Tchad. On sait bien que la Libye et le Tchad ont la même frontière. On sait très bien aussi que le Tchad et la Centrafrique ont la même frontière. Donc les armes peuvent également venir du Tchad et entrer en Centrafrique sans toutefois être inquiétés. Justement, nous le savons déjà. En tout cas, selon ce que nous disait le journal de Bangui dans sa parution de ce mercredi, les Nations Unies soupçonnent un vaste réseau de trafic d'armes vers la Centrafrique. En tout cas, nous le savons déjà, il y a un gros trafic d'armes. Selon le journal Bangui, les experts sont à pied de fou démanteler un trafic d'armes qui partira de la Libye vers la Centrafrique. Dans le même temps, les éléments de la MISCA annoncent la saisie d'importantes armes et surtout de munitions du côté de Bangui. On espère tout simplement que la MISCA va continuer le même bon travail qu'ils ont commencé à faire depuis des semaines aujourd'hui. C'est une force en tout cas à encourager. Tout à fait. Mutation, nous sommes là au Cameroun, nous parlait de l'Assemblée nationale. Mutation nous disait comment Kavaye Djibril a rempli pour un autre mandat au perchoir. Le journal remarquait que le président de la Chambre basse du Parlement était le seul candidat en lice et que le suspense annoncé n'a pas eu lieu. Et en tout cas, dans les coulisses de la énième élection du président de l'Assemblée nationale camerounaise, eh bien, il fallait quand même lire Mutation aujourd'hui. En tout cas, Mutation nous dit que le fils de Mada, c'est dans l'extrême nord, et précisément dans le maillot Savard, que je connais très bien, est élu pour la 22e fois, la 22e année consécutive comme président de l'Assemblée nationale du Cameroun. C'est-à-dire pratiquement son domicile. Donc, il connaît pratiquement l'hémicycle des yeux fermés. Vous allez comprendre. L'hémicycle de Ngouaekele, il le connaît. Et non seulement ça, il est le plus ancien de tous ces députés qui sont en ce moment. Personne n'a sa carrure en tant que député en ce moment. Lui, il est quand même entré député depuis 1966. Aujourd'hui, il est encore comme président de l'Assemblée nationale pour la 22e année consécutive. C'est dit que M. Kavaye Djibril a la haute confiance du chef de l'État, président de la République du Cameroun. D'ailleurs, vous avez suivi son discours. La haute confiance également des députés qui sont là aujourd'hui également. Non, écoutez, vous avez suivi le discours d'hier. Je vais vous prendre sur les mots. Le discours d'hier, j'ai quand même eu le temps de me brancher sur des chaînes camerounaises et j'ai pu suivre quand même un discours. Lorsqu'il a été élu immédiatement, je vous rappelle qu'il a eu 153 voix, 26 bulletins nuls et 179 votants. Alors, dès qu'il a été élu, il a dit qu'il remercie le président Paul Biya et il dit ceci, il n'a jamais trahi. Et il ne va jamais trahir. Mais vous savez également une chose, Raoul Pépin Benabena, quand on parle de l'Assemblée nationale camerounaise, la majorité des députés à l'hémicycle de Ngouaekele appartiennent bien sûr au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc, on peut dire une chose simple, Kavaye Djibril a quand même la majorité de ses partisans, de ses compatriotes. Il n'a élu pas ses camarades, point. Pas ses camarades également du parti. Les députés SDF ont claqué la porte, y compris les députés de l'UNDP, qui accusent même le RDP de l'avoir trahi lors de la dernière sénatoriale. Voilà, vous avez tout compris. Justement, Kavaye Djibril reste au perchoir de l'Assemblée nationale à l'hémicycle de Ngouaekele, c'est au Cameroun. C'est justement pourquoi vous voyez la grande une du quotidien camerounais Mutation, Assemblée nationale, comment Kavaye a rempli au perchoir, c'était à lire dans les colonnes du quotidien camerounais. Eh bien, Mutation. El Watan, qui veut dire la nation, le front de boycott autorisé à tenir son meeting à la salle Archa le 21 mars prochain. C'est ce que nous disons en tout cas El Watan ce mercredi. Le rassemblement des partis et des personnalités politiques qui appellent au boycott de la présidentielle du 17 avril prochain entend lever le ton vendredi dans le but de contraindre le président Abdelaziz Bouteflika à retirer sa candidature. En tout cas, on n'en finira pas avec cette question des élections en Tunisie. En Algérie. En Algérie, parce que voyez-vous, le président Bouteflika est
aujourd'hui confrontés à une véritable opposition en face, mais une opposition qui n'attend pas les urnes, qui attend tout simplement faire battage dans les rues. Rappelez-vous, après les étudiants, les journalistes, maintenant des hommes politiques et même des coalitions de partis politiques qui se réunissent pour dire non, M. Bouteflika. Parce que sachant très bien que la Constitution permet à M. Bouteflika d'aller autant de mandats que sa possibilité peut donner. Donc vous voyez donc que il faut quand même dire qu'il est dans son bon droit. Ces descentes dans les rues sont pratiquement antidémocratiques parce que M. Bouteflika est dans son bon droit. Si on nous disait que M. Bouteflika a retouché la Constitution pour devenir... On aurait dit qu'il n'est pas dans son bon droit. Maintenant que la Constitution lui permet d'aller de l'avant et il veut pour un quatrième mandat, on lui demande de ne pas y être parce qu'on estime qu'il est malade. Mais lui, il pense qu'il est en forme. Il pense qu'il est même plus en forme que ceux qui pensent qu'il est malade. Parce que rappelez-vous, un certain Idriss Déby, malgré le fait qu'il avait sa canne à main, il est quand même sorti et a dit à la presse, Alassane Draman Ouattara, je pète la forme. Alassane Draman Ouattara l'a encore démontré dernièrement, il est venu avec la canne directement le même dimanche. Il a dit qu'il vient, ça va s'occuper des affaires du pays. Il va s'occuper des affaires du pays. Vous comprenez que c'est des gens qui ne veulent plus quitter ces sièges, malgré le fait qu'ils soient malades. Et ça nous rappelle la une d'un journal qui disait, c'est malade qui nous gouverne. Justement, une qui nous venait tout droit du Cameroun et surtout, c'était une de mutation. Vous l'avez bien compris, Raoul Pépin Benabena. Il est dans son bon droit. Mais nous savons également une chose, Raoul Pépin Benabena. On a l'impression que l'opposition algérienne a vraiment peur de perdre encore une autre élection présidentielle. Dans tous les cas, face à elle va perdre. Les résultats de Bouteflika montrent quand même un homme qui a beaucoup travaillé. Donc, tout au moins, à partir de là, il a encore les chances de gagner. La réalisation nous fait déjà de grands signes de la main. La presse de Tunisie terminant par là, les élections sont-elles déjà compromises? C'était la grande interrogation de nos confrères de la presse de Tunisie qui dressaient le constat selon lequel la commission parlementaire de législation générale concocterait une loi électorale taillée sur mesure. Les tractations en vue d'un code électoral rassurant et surtout très rassurant en Tunisie se poursuivent. Voyez-vous, la Tunisie aujourd'hui est en train de retrouver le meilleur président de l'histoire de la Tunisie parce que nous ne voulons plus entrer dans les méandres d'Ali Ben Ali. Oui. La Tunisie décide donc de mettre un code électoral qui est taillé à la mesure. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a par exemple une disposition qui dit que les analphabètes, ils vont voter avec quelqu'un à côté qui va leur aider à voter, qui va leur dire, bon voilà, vous voulez... En tout cas, on appelle tout le monde aux urnes. Ça veut dire que les analphabètes auront à leur côté quelqu'un qui va leur dire, voilà le bulletin qu'il faut prendre. Voilà ce qu'il ne faut pas prendre. Parce que, disent-ils, ne savent pas lire. Et c'est un problème. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Les gens se demandent donc, est-ce que ça devient donc un vote libre? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'on vous demande, pour être candidat à une élection présidentielle, on vous demande d'avoir 50 signatures des membres, ils ont appelé ça la délégation spéciale. On vous demande d'avoir 10 signatures des membres de l'ANC et d'avoir 10 000 signatures des électeurs dans les 10 wilayas. Donc ça pose un problème sérieux et c'est là où les débats se poursuivent. En tout cas, nous savons déjà une chose, c'est que le monde entier a applaudi la constitution tunisienne et on espère tout simplement que les choses vont déjà rentrer dans l'ordre. D'ailleurs, on commence à comprendre que la constitution et surtout la commission parlementaire de législation générale concocte aujourd'hui une loi qui pourrait en tout cas être taillée sur mesure pour les Tunisiens. Raoul Pépin Benabena, je vous dis grandement merci pour cette autre édition de Kiosque Africain. Moi également de vous dire merci. On se donne rendez-vous comme d'habitude. Tous les jours. Tous les jours. Demain, à partir de 17h30. Nous serons encore là. Nous serons encore là. Si Dieu le permet, bien sûr. Si Dieu le veut. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Kiosque Africain. Édition de ce mercredi 19 mars de l'an de grâce 2014. N'oubliez surtout pas, il y a quelque chose de pire dans la vie que de n'avoir pas réussi. C'est de n'avoir pas essayé, disait Franklin Delano Roosevelt. Restez sur Afrique Média. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain, s'il plaît à Dieu.